Donc ça, c'est une présentation hein, que j'ai fait auprès de différents user groups JavaScript, et quand j'en avais l'occasion. Donc, je suis Alexandre, je travaille en tant que web architect, community manager pour 4D, principalement sur le produit donc Wakanda. Je les ai aidés aussi à améliorer les supports des différentes technologies web dans 4D. Ça fait que 3 ans que je suis chez 4D, hein, mais j'ai fait en fait du JS depuis que JS existe en fait. Mon, j'ai pas fini mon école, mais j'ai tout de suite fait des web apps. C'est mon cœur de métier. Voilà. Ah oui, donc ça c'est mon copain Thibaut, c'est celui qui devait venir avec moi. J'adore faire des présentations avec lui. On se lance des vannes, c'est bien. Toujours plus sympa. Donc un petit peu d'histoire. Quand on voit ce genre de logo, ça fait des souvenirs. Donc on parlait de Brendan Eck, le créateur de JavaScript. Effectivement, il a créé le langage en un très court terme, inspiré de différents paradigmes, dont l'héritage par prototype, les closures, tout ça, qui se sont mis dedans et qui apporte quelque chose de magique au langage quand on s'y intéresse. Donc au départ, ça devait s'appeler Mocha, hein, c'était son petit nom de code. Après, il a fallu lui donner un nom accepté par Netscape, tout ça. Ok, ça part vers LiveScript. Aujourd'hui, c'est live, on fait de la communication, tout ça. Et puis finalement, JavaScript avec un accord Alexson. Et comme dirait Douglas Crockford, c'est l'un des pires noms qui aurait pu être donné. Et il n'aime pas non plus ECMAScript hein, au passage. Hein. Le gros souci, entre autres, c'est le mot script. Même si c'est un langage de scripting, associé à Java, ça fait encore pire. Les gens ont l'impression que c'est un mini Java pour faire deux, trois petits trucs dans un coin. Donc le plus important à retenir, c'est en réalité, tout de suite, ça avait été pensé pour tourner aussi côté serveur. Et ça a été implémenté dans le serveur de Netscape dès l'année suivante. Et surtout, Microsoft a suivi. Ils n'ont pas attendu 5 ans avant de faire pareil. Donc chez Microsoft, ça s'appelait GScript. Il ne faut pas croire que c'était pour faire son petit indépendant avec son propre truc. Et JavaScript est un nom déposé par Sun. Donc ils ne pouvaient pas s'amuser non plus à prendre JavaScript comme ils voulaient. Vous allez voir, des fois je suis clément avec Microsoft. Ça change un peu. Donc il y a eu besoin quand même d'un petit peu de maturité pour le voir pris au sérieux sur le serveur. Soyons clairs, JavaScript côté serveur, ça fait que de 3 ans qu'on en parle vraiment. Alors que ça fait, voilà, depuis le début, comme on disait, on avait Rhino aussi, qui est le moteur de Netscape Mozilla, qui a été porté en Java, donc il tourne dans les machines Java. Et sur Internet Information Serveur de Microsoft, on avait JScript. Donc on avait le choix entre développer en VBScript, JScript, maintenant on a aussi du C# ou F#. Et c'était surtout les deux alternatives. Honnêtement, le JScript, on le retrouve pas mal dans les proxys, dans des trucs comme ça, dans des Windows Script, Windows Host Scripting, ces choses-là. Mais il y en a qui en font quand même. Et donc on a des produits comme ça. Ce que j'ai mis en gras, c'est un petit peu des exemples d'implémentation côté serveur quand même de JavaScript. Donc on en entend parler depuis 3 ans, mais c'est quand même quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des années. Donc on a surtout des outils et des standards qui sont apparus. Certains qui ont essayé de se mettre en place pour du XML, comme le 4X, bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup suivi. Et surtout, on a eu des frameworks et des librairies qui ont permis cette fois-ci d'homogénéiser un petit peu les environnements de développement et du coup de redonner à JavaScript un peu plus de lettres de noblesse. Alors, toc toc toc, ouais, celui-là, je ne vais pas en parler tout de suite. Voilà. Donc le grand retour, il s'est marqué comment? Il s'est marqué par Aptana Jaxer. Bon, qui est un petit peu considéré maintenant comme un abandonware, mais il existe toujours. Il est un peu moins porté, mais j'aurais envie de faire hommage à son auteur, Chris Zip, quand même, qui est le créateur aussi de l'aspect JSON Schema, JSON Query, des choses comme ça. JSON Query, il faut que je vérifie. Mais JSON Schema, en tout cas, il y a un gros travail dessus. Et dedans, il y a un JavaScript DB aussi, base de données JavaScript. On parle de CoachDB. CoachDB n'est pas toujours associé au server-side JavaScript, mais dans CoachDB, on peut programmer donc, en Erlang ou en JavaScript pour faire notre MapReduce. L'autre gros morceau, c'est CommonJS. Donc a priori, certains ont eu une présentation la dernière fois par Toby. Il faut savoir qu'au début, ça s'appelait ServerJS.
Donc c'est des gens comme ça qui se sont dit, voilà, on a du server-side JavaScript, mais au bout du compte, on a un petit peu les mêmes problèmes que côté client. Côté client, chaque navigateur avait un petit peu créé ses propres API à droite à gauche. Voilà, c'était un peu pareil. Donc ils se sont dit, ça serait bien, si on veut avoir du JavaScript qui marche vraiment sur le serveur, avoir des API communes et qu'on travaille ensemble pour faire en sorte que ça marche et pour pouvoir se partager des modules. Il faut bien retenir ce principe de module. Et en suivant, en réalité, donc à la JSConf de Berlin 2009, c'est là où il y a eu vraiment ces gros mouvements, avec Node.js aussi qui était là, de Ryan Dahl, donc qui proposait de l'événementiel, donc l'event club qu'on a dans le client porté sur le serveur, et Wakanda, on était là aussi, hein, la même année. Mais je l'ai marqué en 2011, parce que c'est en 2011 qu'il y a eu la développeur preview publique, et la bêta qui est sortie en décembre. Donc normalement, ça devrait sortir en production d'ici mars à peu près. Donc en fait, il y a plus de 60 solutions existantes quand même. C'est pas juste un petit cas isolé dans un coin. Alors, ok, sur le serveur, pourquoi JavaScript? Il y a plein de choses qui existent sur le serveur, pourquoi prendre JavaScript en particulier? Bon, quel est l'écosystème? Souvent, ce qu'on va reprocher, c'est de dire oui, mais c'est pas un langage professionnel, tout ça. Au niveau des ressources, comment ça se passe? Bon, la première chose dont on fait la promotion quand on parle de JavaScript, c'est la communauté. Les user groups sont là pour en témoigner. Donc il y en a beaucoup. J'aurais pu vous montrer une petite carte sur CommunityJS. Hein. Il y a énormément de conférences, de blogs, de livres, une très grande documentation. Il y a eu un gros effort qui a été fait parce que la documentation de W3 School a été un petit peu critiquée. Du coup, il y a eu Promo.js qui a été lancé pour dire maintenant on va faire une documentation communautaire. C'est tout le monde qui participe pour améliorer la documentation. Après, c'est sur le site de Mozilla, donc il y en a qui pourraient dire oui, mais ça va être plus proche de l'implémentation de Mozilla. L'effort est important et au final, on a quand même une documentation qui est au moins mise à jour régulièrement. Et voilà, donc c'est le langage aussi qui est utilisé par de nombreux développeurs qui n'utilisent pas forcément en priorité, mais au moins occasionnellement. Donc il y a une base de connaissances quand même qui existe et qui est assez répandue. Maintenant, côté librairie et framework, JavaScript est passé numéro 1 sur GitHub. Auparavant, c'était Ruby. JavaScript maintenant a pris... Là, pareil, il faudra que je rajoute le petit graphe parce que ça augmente de plus en plus, hein, la différence, c'est impressionnant. Donc il y a énormément de librairies et de frameworks, certains plus connus que les autres. Donc bon, là, c'est deux exemples d'informations sur les librairies. Et au niveau des environnements de développement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller à une conférence sur le JavaScript. Souvent, ce qu'on disait, c'est, voilà, si on veut que JavaScript évolue vraiment, il faut travailler sur les outils. Alors, déjà, pour ceux qui ont leur propre environnement de développement qu'ils maîtrisent, que ce soit Visual Studio, Xcode, Eclipse, NetBeans, voilà. Le JavaScript, en général, est supporté là-dedans. Après, ça va être plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est supporté, si ce n'est nativement par un plugin ou par une version d'Eclipse ou des choses comme ça. Après, côté server-side JavaScript, donc dans le projet Wakanda, il y a un Wakanda Studio qui est dédié à ça, et il y a Cloud9 qui est un web IDE, donc on peut développer depuis un navigateur. L'avantage, c'est qu'on va dans un cybercafé, si notre ordinateur est en panne, on peut continuer à travailler. On a besoin de faire une maintenance, on nous appelle, il y a une alerte, bon. Partout où il y a un ordinateur, on peut se connecter. Enfin, il faut qu'il y ait Internet aussi, c'est mieux. Effectivement, le petit handicap, c'est s'il n'y a pas Internet. Bonsoir. Donc, après, il y a le debugging dans les tools. C'est pas tout d'avoir un éditeur, il faut pouvoir débugger. Donc, il y avait un petit peu une référence qui était Firebug. Les gens passaient souvent à Firefox juste pour débugger. Le seul problème, c'est qu'il fallait que ça tourne aussi sur IE ou sur d'autres plateformes. Hein. Maintenant, heureusement, on a des environnements de développement assez complets qui apparaissent aussi sur les autres plateformes. Et Safari et Chrome bénéficient un petit peu justement du fait qu'ils sont tous les deux sur WebKit et ont du code commun au niveau du debugger. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques à l'un ou à l'autre. Donc nous, comme on travaille sur... D'habitude, je le fais de manière un peu plus agnostique, mais je vais dire nous quand même. Hein. Je travaille sur Wakanda. Donc quand on avait une problématique de code tournant sur le serveur avec du multicontexte, tout ça, donc on a fait un debugger spécifique. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des protocoles qui se sont standardisés. Parce que quand on travaille dans un navigateur débugué, ben on a tout le contexte
qui tourne dans le même... On est dans le même environnement, donc on a toutes les informations, il n'y a pas de souci. En revanche, débugger du code qui tourne sur un serveur, donc sur une autre machine ailleurs, il faut un protocole de communication. Donc pour ça, il y a un travail qui avait déjà été fait par le user group de Firebug, dans l'optique de développer ce qui tournait dans des mobiles. Parce que c'est pas évident d'avoir un debugger dans un mobile. Du coup, on lance dans le mobile, et on se connecte sur l'environnement qui est dans le mobile, et on débug depuis son navigateur. Donc Chrome a fait la même chose aussi. Donc, ça s'appelle V8 Debugger Protocol. Pour Firebug, ça s'appelle Crossfire. Et bon, ça, j'en reparlerai un petit peu encore tout à l'heure. C'est assez intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, si on se base sur ces standards-là, on peut débugger du code qui tourne dans des mobiles, mais aussi sur des serveurs. Pour autant que le serveur supporte ces protocoles. Et de la même manière, il y a quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est depuis notre environnement de développement, avoir tout son environnement de debugging, que ce soit le code qui tourne sur le serveur ou dans le client. Pas être obligé de casser un petit peu ma fenêtre de mon interface pour faire apparaître un debugger dedans. Et voilà, essayer de rassembler un petit peu tout ça. Donc tout n'est pas fait encore dans ce domaine-là, mais c'est assez prometteur. Donc évidemment, il y a plein d'autres outils qui existent, hein, comme des outils pour aider à la qualité du code. Le format de transfert JSON, qui est du pur JavaScript, hein, c'est un subset de JavaScript. Pour la documentation, pour le protocole, pour compresser, pour modifier, tout ça, offusquer. Ah, le dernier là, NPM. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est que NPM? Oui. Donc le package manager de Node. Donc ça c'est pareil, ça fait partie vraiment des choses qu'on voit arriver. On va se dire, on parlait de modules tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est des specs qui ont été mis en place par CommonJS. Donc là du coup, ben, il y a, je sais plus, la dernière fois on m'avait parlé de 7000 modules, un truc comme ça sur le dépôt de Node. Donc si on ne trouve pas ce dont on a besoin, c'est qu'on n'a pas de chance. Après, la qualité peut être variante, évidemment. Donc quand on parle d'exécuter du JavaScript, pour ça il faut des moteurs. Petite nouveauté avec ces moteurs, par rapport à ce qu'on connaissait dans les navigateurs et qu'on critiquait beaucoup, on a tourné pendant des années avec ECMAScript 3. Bon, ok. Maintenant, le 5 est sorti, il est même passé en 5.1, et on a des choses qui permettent de dire, ben, vous voulez des choses un peu plus figées, ok, JavaScript est dynamique, mais si vous avez des contraintes de qualité, de sécurité, de choses comme ça, vous pouvez faire un object.freeze, vous pouvez passer en mode strict, vous pouvez mettre des propriétés en tant que read-only. Donc dans un environnement bancaire, on aime bien ça. C'est quand même un peu plus rassurant. Et on ne s'arrête pas là. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ECMAScript 4 a été abandonné parce que justement il allait trop loin. Donc tout le monde n'était pas d'accord, ça a dénaturalisé un peu trop JavaScript, ça le rendait complètement typé. Donc là, dans le prochain ECMAScript, ce qu'on va voir apparaître, c'est les typed arrays. Donc on peut typer dans des arrays, avoir des arrays de valeurs du même type. Donc on va pouvoir travailler avec des entiers de 16 bits, 32 bits, tout ça, des floats, et du coup optimiser encore les performances. Mais par défaut, c'est vrai, il y a quand même ce paradigme de... On est un petit peu en mode free, et à ce moment-là, on va pouvoir faire des tests sur est-ce que c'est la même valeur, ou est-ce que c'est la même valeur et le même type. Voilà, ça c'est propre à JavaScript, il ne faut pas non plus complètement le retirer, il y en a qui aiment JavaScript pour ça aussi. Donc il y a cette notion de module, donc on parlait de CommonJS, mais dans le groupe de Mozilla, certains ont travaillé aussi sur ces fameux modules, avec les import-export qui étaient des mots réservés depuis longtemps. CommonJS, du coup, n'a pas pu les prendre tels quels parce que c'était des mots réservés, mais ils ont pris exports avec un S. Et donc ça, de le voir apparaître côté navigateur, c'est super important, parce qu'aujourd'hui, un outil qu'on voit beaucoup apparaître, c'est les loaders. Et ça va aider. Très clairement, ça va aider. Parce qu'on va passer plus en mode déclaratif, voilà quelles sont mes dépendances, et du coup, c'est le navigateur qui va pouvoir optimiser la manière de charger les informations. Évidemment, il faut quand même garder un petit peu la main sur certaines choses, mais au moins, il faut leur faire confiance pour ça, pour justement se faire la guerre, pour être les plus rapides, et du coup, ça va nous enlever une charge de travail. Donc les string templates, ceux qui font du PHP connaissent un peu ça, pouvoir mettre des emplacements de variables en plein milieu d'une string, des structuring. Ah oui, on a aussi des valeurs par défaut pour les paramètres dans les fonctions qui apparaissent, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc, les moteurs. Alors, il y en a qui ont une belle tête. Hein. Le gros souci qu'on a souvent, c'est avec JavaScript Core.
il a trop de noms en fait. Certains le connaissent sous le nom de WebKit, de JavaScript Core, JSC, un petit raccourci, ou Squirrelfish, Squirrelfish Extreme, ou Nitro, voilà. Donc Apple a parlé de Nitro, en fait tout ça c'est la même chose. Donc pour expliquer ce que c'est, WebKit c'est un petit peu le package dans lequel on a le moteur de rendu, le moteur de CSS, le moteur JavaScript, tout ça, qui est pas mal foutu, hein, parce que c'est vraiment géré sous forme de composants. Du coup c'est très simple de récupérer ce dont on a besoin spécifiquement. Enfin, très simple, hein. faut pas avoir peur de C++, évidemment. Et donc le JavaScript Core, donc c'est ce fameux moteur JavaScript, c'est sur celui-là qu'on peut se baser pour faire par exemple du serveur-side JavaScript, mais il a été remplacé par, hop, bonjour, par notre ami... Donc, Google, quand ils sont arrivés, ils ont racheté un petit projet qui était intéressant et prometteur qui s'appelait V8, qui a une particularité, c'est que lui, il est monothreadé, il n'était pas encore 64 bits, il est devenu tout récemment, et ils ont pris WebKit et ils ont mis V8 dedans. Donc ça a dû être quand même un sacré boulot, mais ça prouve que WebKit quand même est suffisamment bien modularisé pour permettre ce genre de choses. Donc quand on parle de Mozilla, hein, SpiderMonkey, on parle des fois de TraceMonkey, JaggerMonkey, YawnMonkey, donc tout ça c'est des petites branches avec des just-in-time compilers à l'intérieur. Et Rhino, en fait, est une implémentation Java de SpiderMonkey. Ça a été demandé et lancé, il me semble, par Sun, justement, mais c'est maintenu par Mozilla. Alors, forcément, s'ils veulent que ça avance, ils ont intérêt à contribuer un peu, mais bon. Finalement, donc Sun, racheté par Oracle, a annoncé un petit produit qui s'appelle Nashorn, donc un nouveau moteur JavaScript en Java. Donc on va voir ce que ça va donner. Et à mon avis, bon, Rhino, on va voir ce que ça va donner aussi. Mais il y a quand même pas mal de choses qui tournent avec Rhino, donc ça ne devrait pas disparaître tout de suite. Donc Trident, c'est pareil. Trident, il faut le considérer un petit peu comme WebKit, dans lequel ça représentait à la fois le moteur de rendu, le moteur JavaScript et tout ça. Et donc le nom du moteur JavaScript en particulier n'était pas trop communiqué, mais là maintenant avec les nouvelles mouvances, le HTML5, tous ces trucs-là, et les moteurs qui sont censés être de plus en plus performants, il a fallu lui donner un nom. Hein. Donc ils ont appelé ça Chakra, c'est pas mal. On va voir les graphes tout à l'heure, ça devient assez intéressant. Des noms moins connus, donc Caracan, ça c'est ce qu'on va voir dans Opera, vous allez voir la petite page tout à l'heure, et Tamarin surtout, qui a servi un petit peu comme base expérimentale pour ECMAScript 4. Et donc c'est lui qui est utilisé dans Flex et Flash. Voilà. Donc on a vu les petits noms. Ce qu'il faut retenir souvent, c'est plutôt ça, hein, c'est ce qui correspond le mieux. Donc on parle des navigateurs, mais côté client, on ne tourne pas forcément dans des navigateurs. Hein. On a des interfaces comme GTK, Qt qui permettent aussi d'exploiter ces moteurs-là, plutôt qu'un autre langage sur la machine. Donc on peut faire des applications natives pour iOS, Android. Android c'est un petit peu différent. Et voilà, on parlait tout à l'heure de Metro. Donc dans Windows, pour la prochaine version, l'idée c'est de créer des applications en full HTML5 JavaScript. Donc le JScript qui traînait depuis des années sert bien dans ces cas-là. Donc ils avaient déjà branché JScript sur .NET et maintenant les accès sont beaucoup plus natifs en fait. Alors côté serveur, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ces logos? Celui-là par exemple. CouchDB, MongoDB. Lui c'est Ape, c'est un projet français hein, qui est assez intéressant. Donc on retrouve du Rhino, donc Mongo.js, Persever, App.jet, Glassfish, voilà. Donc dans Glassfish, je ne l'ai pas cité, voilà, il y a le projet Phobos justement, qui fait du server-side JavaScript. Donc depuis Java, comme on disait, on peut appeler des machines de scripting, des moteurs de scripting comme JavaScript. Et dans Glassfish, il y a un truc comme ça qui s'appelle Phobos. Je ne fais pas de Java, je ne voudrais pas dire de bêtises dessus. Donc côté .NET, c'est assez amusant. Donc on a effectivement nativement JScript.NET, hein, mais on a Iron.js. Donc c'est pareil,
Je ne connais pas très bien, mais ça fait du bruit à un moment donné. Surtout, ça fait beaucoup de bruit quand Node.js a changé de logo. Parce que je ne sais pas si vous regardez les formes de Node.js, on sent une légère inspiration. Mais bon, oh, c'est des mauvaises langues. Donc là, c'est V8 CGI, le petit moteur là, et Axel, qui en fait est un environnement de développement avec un moteur server-side JavaScript basé sur V8. Donc c'est à la fois Cloud9 et Node.js, sauf que c'est pas Node.js. Et ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça à la base pour leur propre développement. En réalité, ils avaient besoin de développer des web applications. Et du coup, ils se sont fait tout un environnement comme ça, et ça marche bien. Et au final, quand CommonJS est lancé, ils se sont dit, bon, ben, on va contribuer, si ça se trouve, on va avoir des gens qui vont contribuer à notre projet aussi, ça sera très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quelque part, JavaScript maintenant est partout. On le voit dans les télévisions, quand on parle de serveur, en fait, c'est souvent, maintenant, ça veut aussi dire en dehors du browser, quoi, quelque part. Après tout, quand on fait une application desktop, ça peut devenir un jour le serveur de quelqu'un d'autre. Et surtout, JavaScript est assez puissant pour faire tourner quand même on a des demo makers maintenant qui se lancent dans le JavaScript pour faire ce genre de choses. Et on trouve comme ça des imageries 3D de corps humains, c'est assez incroyable. Et j'ai vu, pareil, des gars qui travaillaient sur de la conception 3D de boulons. Leur métier, c'est de faire des boulons, mais avec un niveau de précision très important parce que c'est pour faire des jets, c'est pour faire des fusées, c'est pour faire des choses comme ça. Et ils utilisent en fait des rendus avec du JavaScript. Donc on peut tout faire. Et pourquoi PHP? Parce que pareil, depuis PHP, en fait, on peut lancer des scripts en JavaScript depuis PHP. C'est assez rigolo. Ou Python, ou Ruby aussi, ils le permettent aussi. Alors un petit peu de benchmark, parce que quand on se dit sur le serveur, il faut que ça tourne bien, quoi. Sinon, on va nous envoyer un peu balader. Alors vous avez dû entendre parler de cette guerre des navigateurs. Il y en avait eu une première entre Netscape et Internet Explorer. Mais la deuxième, ça a été surtout concentré sur le JavaScript. Alors ce gros flop, bam, voilà, donc effectivement, Firefox, Opera, tout ça, ils ont tous lancé là-dedans. Microsoft a eu un petit peu de retard, mais il s'est pas trop mal rattrapé. On le voit ici déjà en 8 bêta. Donc aujourd'hui, on arrive sur des performances tout à fait acceptables, hein, on va dire. Et pourquoi cette guerre? Parce que au départ, autant les gens ils se disaient oui, je peux faire valider mon formulaire, super. Oh, regarde, j'ai réussi à faire déplacer une fenêtre ou à faire une animation. Ok. Sauf qu'à la fin, on s'est retrouvé avec des frameworks complets pour faire des vraies applications. Que ce soit Gmail, les Google Docs ou ces choses-là. Maintenant, on a besoin vraiment de performance JavaScript. Et il se trouve que dans les navigateurs qui n'avaient pas suffisamment de puissance à ce niveau-là, ça devenait tellement inutilisable que c'était un très bon argument pour les autres navigateurs. Donc, la course. Pour le server-side JavaScript, alors en 2009, donc mon ami Chris Zip, bon c'est pas mon ami mais je l'aime bien, je sais pas, j'aime bien ce qu'il fait. Donc avec son persévère, il s'est dit bon, il faut quand même que je montre que comparé à une des plateformes qui tourne le plus sur le web comme PHP, alors on peut faire mieux quoi. Alors CoachDB apparemment, je sais pas quels sont les tests qu'il a fait dessus, a priori il était moins bon à ce niveau-là, mais c'est toujours pareil, hein. Il faut regarder les tests. Et ça a évolué depuis. Alors Node.js, l'une des raisons pour lesquelles il a fait parler de lui, c'est aussi ses benchmarks. Alors est-ce que vous comprenez au premier coup d'œil ce que ça représente? Alors tout le monde n'a pas forcément compris ce que c'était. Alors on regarde un petit peu plus sur les chiffres, là on comprend peut-être un petit peu mieux. Au final, ce qui a beaucoup plu, c'est le principe de faire de la programmation événementielle. On disait, ben voilà, on n'a pas un thread qui passe du temps à rien faire. Il est utilisé à 100%. Et du coup, comme je tourne dans un seul thread, je vais utiliser un peu de mémoire, tout ça. Donc ça, tous ces nouveaux concepts, et se dire, ah ben en fait, ce côté événementiel qu'on avait dans le client, on le fait sur le web browser, sur le serveur, pardon. Ça avait un côté un petit peu révolutionnaire, mais voilà, si on parle en fait de code asynchrone, s'il y a le code événementiel. Le coder en événementiel sur le serveur, ça existait déjà. Donc il a fallu aussi qu'il se compare à d'autres technologies événementielles sur le serveur.
Narwhal, pour information, je vais revenir très rapidement là, c'est lui. Donc il a eu une approche un petit peu différente, il s'est dit, moi je veux être agnostique par rapport au moteur d'exécution JavaScript. Donc il tourne sur tous. Alors après on pourrait dire un petit peu de Node, mais en fait Node il y a des forks qui tournent sur les autres moteurs aussi. Donc on a Node.NET, Renode, des choses comme ça. Allez, top. Les fondus c'est bien, mais il ne faut pas revenir trop vite en arrière. Alors forcément, il y en a que c'est un petit peu irrité qu'on parle de Node.js en disant voilà, ça dépote, c'est incroyable, c'est la révolution. Ringo.js, c'est le nouveau nom qui a été donné à un projet qui datait depuis d'un certain nombre d'années, qui était Elma. Donc il y avait Elma, donc, qui tournait avec Rhino, qui tourne toujours avec Rhino, qui a déjà pas mal d'utilisateurs. Et quand Node est sorti, Node.js, eux, ils avaient sorti déjà Elma NG pour New Generation. Finalement, ils l'ont renommé. On va rebrander tout ça, hein, on va dire c'est Ringo.js, ça fait bien nouveau. Et il va falloir montrer que c'est bien gentil Node.js, mais moi aussi je peux avoir des bonnes performances, tout dépend de ce qu'on fait avec. Et on voit par rapport au graphe que des fois il y en a un qui passe au-dessus de l'autre, des fois ils finissent par se rejoindre. Voilà. Il faut toujours se méfier des benchmarks. Quels sont les tests qu'on fait avec? Si on fait du Hello World, forcément, c'est pas la même chose. Si on a des codes qui bloquent les autres, parce qu'on peut en reparler au niveau des avantages et inconvénients du code asynchrone, on n'aura pas les mêmes résultats. Alors là, on fait un petit zoom sur SpeederMonkey pour montrer l'évolution d'un moteur en particulier. Et il faut s'imaginer que sur les autres moteurs, ils ont suivi un petit peu le même schéma. Donc, au départ, ok, JavaScript, la performance n'était pas forcément la priorité. C'était plutôt orienté à des nouvelles features. Et ils étaient assez sur le côté innovateur hein, dans Mozilla. Et ils ont dû faire comme ça face à Microsoft. Et ça marchait bien. Et donc, quand la guerre est arrivée, on va dire, tout de suite, on a eu des performances qui sont descendues d'un coup, enfin, augmentées d'un coup, mais donc la latence, on va dire, descendue d'un coup. Et là, le dernier palier, en fait, c'est la même version. C'est juste qu'ils ont activé le Just-in-Time Compiler. Donc, on voit un gain de performance encore énorme. Donc, on peut imaginer qu'en 1.9 et tout ça, on va avoir d'autres gains de performance. Et en réalité, c'est pas juste de l'extrapolation. Les normes ECMAScript aident dans ce sens-là. En apportant un mode strict dans lequel on a des choses qui sont désactivées, en apportant des types arrays, en apportant des choses comme ça, ça donne d'autres outils aux créateurs, aux développeurs de ces moteurs pour ajouter de la performance. Donc là, le petit message, c'est de se dire, ok, il y en a qui sont plus rapides que les autres, mais au final, si on regarde les centaines, hein, ça se tient dans un mouchoir de poche, c'est pas forcément sur la performance qu'on va choisir le moteur. Ça peut être un argument, mais au final, si on regarde historiquement, ils se sont tous dépassés les uns les autres à un moment ou à un autre. Donc il va falloir regarder au-delà de ça. C'est pas un argument qui va suffisamment convaincre à lui tout seul. Alors, quelques concepts que peut apporter le JavaScript côté serveur. L'idée, par exemple, c'est d'avoir cette idée de common JavaScript, être dans un environnement uniforme. On a plusieurs groupes de travail. On a CommonJS qui travaille donc sur ce côté API sur serveur. Si on pouvait les avoir aussi sur client, c'est pour ça qu'ils se sont redonnés en CommonJS. L'idée, c'était que ça tourne partout pareil. On a donc le What Working Group. En fait, l'aspect HTML5 avait un autre nom, Web Application 1.0. Donc dedans, on voit apparaître des API qui vont au-delà de juste faire un site web. On a des API file, on a des API comme ça, et qui ont tout leur sens sur le serveur. Donc au final, pourquoi recréer une autre API file sur serveur? Alors il y a des raisons. On n'a pas les mêmes contraintes dans un environnement de browser que dans un environnement serveur. On peut faire plus de choses côté serveur. Mais si au moins elles pouvaient être compatibles et qu'on rajoute des autorisations pour les API côté serveur, ça permettrait de partager encore plus de code. Et donc de librairies. C'est ça qui est intéressant. Donc on a effectivement W3C. ECMA, c'est eux qui font forcément ECMAScript. Donc le message ici, c'est de se dire, l'ubiquité, on l'a dans le sens qu'on partage le moteur JavaScript, donc on va avoir le core JavaScript qui va partager, mais core JavaScript, c'est juste ECMAScript, c'est juste les arrays, les objects, les dates, ok. Après, on a besoin de plus que ça.
Une dernière notion, c'est, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais XML HTTP Request par exemple, est une API qui est à la fois synchrone et asynchrone. L'API File qui a été rajoutée récemment, c'est le même principe. En fait, côté client, depuis que les workers sont arrivés, il devient acceptable de faire du synchrone. Parce que, pourquoi la synchrone était obligatoire dans les navigateurs? Parce que ça bloquait l'interface utilisateur. À partir du moment où on peut faire tourner ça dans un worker, il ne faut pas avoir peur qu'un thread soit créé et passe du temps à ne rien faire, parce qu'en réalité, si le contexte qu'on a créé, le thread qu'on a lancé, finalement dedans plus rien ne se passe, le processeur va se charger tout seul de donner la place à un autre thread pour exécuter ce que le thread a besoin. Donc le thread ne bloque pas encore. C'est pas des choses de perdu. En revanche, ça peut avoir une empreinte mémoire supplémentaire. Et surtout un temps de lancement. Ce qu'on reproche au thread sur le serveur, c'est voilà, pour initialiser le thread, il faut le créer, et ça va prendre plus de temps que juste instancier un espace mémoire dans un même thread. Un contexte. Ouais. Alors, une autre approche, c'est de se dire, bon, j'ai un environnement existant. Comment je vais arriver à convaincre mes boss de dire, ben, maintenant, il faut que je programme en JavaScript parce que, au moins, je pourrais partager des scripts, des logiques avec ce qui se tourne dans l'environnement client. On a de la chance. Côté Java, on a Rhino qui nous permet d'exécuter ce fameux JavaScript. Et certains le font, justement. Ils le font juste pour ça parce qu'en JavaScript, il devient tout de suite beaucoup plus rapide de coder des choses qui peuvent changer souvent. Dans un environnement .NET, donc on se retrouve avec JScript.NET, et bon, il y a ces autres environnements-là. Node.NET, c'est vrai que je ne sais pas combien de personnes l'utilisent, hein. C'est juste pour le citer. Mais effectivement, on peut le faire, comme je le disais tout à l'heure, depuis PHP, depuis Ruby, depuis Perl, mais aussi depuis des projets en C. Je ne sais plus si je l'ai cité tout à l'heure, il y a un projet qui s'appelle Gypsy. Le but, c'est vraiment, depuis un C, lancer l'exécution de code JavaScript avec un environnement CommonJS à l'intérieur. Donc on peut avoir carrément une application compilée, mais qui a des petits bouts en JavaScript. Donc ce côté asynchrone qui est poussé par Node.js est très intéressant. Donc c'est une event loop qu'on avait l'habitude d'avoir côté client. Du coup, un développeur JavaScript, comme on lance un nouveau produit sur le serveur, c'est bien d'avoir déjà une communauté. Donc un développeur JavaScript côté client, il va s'y retrouver potentiellement. C'est des API différentes, mais le concept, il le connaît. Donc cette event loop, du coup, elle tourne dans un seul thread. Comme on disait, pas besoin d'avoir plein de threads avec plein d'empreintes mémoire, et pas besoin de perdre du temps à créer des threads. Mais ça veut dire que c'est coopératif, attention. Donc à chaque fois qu'on envoie des requêtes dessus, elles vont tous être, entre guillemets, mises en attente pour pouvoir être exécutées chacune de leur tour. Donc ce qu'on va leur demander, surtout, c'est vous pouvez envoyer du code, évidemment, c'est bien le but, hein, à exécuter, mais surtout, dès que vous avez quelque chose qui commence à prendre du temps, utilisez une API asynchrone. Ou alors, si vous n'avez pas de choix parce que ça prend vraiment du temps, essayez de rendre la main, au moins pour que les autres ne soient pas bloqués. Voilà. Donc, c'est vraiment ce concept-là. On est dans un environnement coopératif où chacun s'exécute chacun son tour, mais tout ce qui était bloquant dans les environnements multithreadés, on le rend non bloquant pour arriver à s'en sortir. Et tirer parti justement de cette faible empreinte mémoire. Alors, ça veut dire aussi qu'on a un contexte qui est partagé. Donc c'est à la fois intéressant et parfois risqué. Bon. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réexécuter la librairie lorsqu'on a créé le contexte, puisqu'elle a été exécutée une fois pour toutes. Donc c'est pour ça, ça a pas mal d'avantages. Je prends par exemple un module qui va faire du cryptage. Si je suis dans un environnement de scripting multithreadé, je prends par exemple le PHP, souvent on va prendre notre petite librairie, il va exécuter, avant même d'exécuter mon code métier, il va devoir initialiser le framework. Donc il y a des systèmes qui permettent d'améliorer un petit peu tout ça, mais dans le principe il y a quand même cette phase d'initialisation qui est coûteuse. Donc, avantages et inconvénients, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, c'est ça qui est intéressant. Quand on est dans un environnement comme Node.js où l'optique c'est de dire je suis d'abord monothreadé,
Je tourne dans mon propre thread, j'ai une très faible empreinte mémoire, tout ça. Mais après tout, je peux lancer des workers. Donc c'est moi manuellement qui vais me charger de lancer un thread qui va s'exécuter pour une tâche qui va être plus longue, par exemple. De la même manière, alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ça ne sert à rien, par défaut, hein, bien sûr, d'avoir un super serveur chez Amazon qui a 24 cœurs s'il n'utilise qu'un seul cœur. Donc si vous voulez utiliser les 24 cœurs, il va falloir que vous mettiez en place votre système pour lancer des workers quand la charge monte. Ou alors pour permettre de partager un contexte applicatif. Si vous faites exécuter 24 nodes différents, on va peut-être laisser un cœur quand même pour la machine. Hein. Et pour, voilà, si on a une application qui doit être cohérente, on n'a pas de session là. Il va falloir partager à la main. Dans l'environnement multithreadé, c'est vraiment ce qu'il veut vous proposer. C'est-à-dire que par défaut, c'est lui qui va s'occuper de gérer un contexte éventuel côté serveur, qui n'est pas toujours forcément intéressant dans tous les cas de figure, mais qui rend bien des services, ne serait-ce que pour du caching. Donc ça gère normalement, c'est une bonne implémentation hein, évidemment, la thread safety, les accès concurrents, ça permet donc du préemptive, ce qui est quand même pas mal. Et on peut avoir des API asynchrones. Alors ça, c'est pas toutes les implémentations. Dans le projet qu'on a fait, typiquement par défaut, on propose du code synchrone, parce que c'est plus facile à débugger. Mais si on se dit, tiens, là il y a un service qui devrait prendre un cœur à lui tout seul et tourner en permanence, pas de problème, on lance un shared worker, on le met en tant que service, hop, voilà, lui il fait en API asynchrone. Donc on a cette notion de wait, de stop wait et tout ça. Et surtout d'envoyer des messages. Un autre aspect donc, au niveau du serveur-side JavaScript a été apporté un petit peu par le mouvement NoSQL, mais pas que. Là j'aurais dû renommer parce que c'est un cas particulier. Donc qui parmi vous a entendu parler de NoSQL? Quand même. Qui parmi vous saurait donner une définition des document store? Donc dans l'idée, il y a un petit peu une notion de, on dit schemaless, donc on n'a pas besoin d'avoir de schéma. En fait, ce qu'on stocke, c'est des documents. Donc vous imaginez, donc vous connaissez bien ce qu'est le JSON. Donc vous imaginez un document en JSON, et donc ce document-là, on va le stocker en base de données. Donc ça peut être une structure très complexe. Donc une facture avec un vendeur, avec un acheteur, avec des articles, tout ça. Mais tout est dans le document. Après, effectivement, si vous voulez aller chercher les informations sur notre facture, donc savoir toutes les factures qui ont été données pour tel client, va falloir passer par des mécanismes un peu particuliers parce qu'il n'y a pas de relation nativement. Mais il y a des index. Donc en gros, on va donner des passes à l'intérieur du document, on va indexer ça pour permettre de le retrouver. Et ça permet d'avoir en fait des serveurs qui sont répartis sur plein de machines différentes. Mais pour pouvoir récupérer l'information, on va lancer le principe du map reduce, qui est très intéressant. On lance un map, on dit je veux récupérer tel type d'information, voilà mon critère. Ça va envoyer la demande sur tous les serveurs. Et je vais recevoir toutes les réponses. Et au fur et à mesure que je reçois les réponses, celles-ci vont être... Alors le map, en fait, c'est pour chaque réponse que je reçois, je fais un traitement en particulier. Le reduce, c'est au fur et à mesure que je reçois les différents éléments, il n'y a pas forcément d'ordre précis, ben, je vais essayer de faire un résultat au final. Donc j'ai le résultat que j'avais préparé, et j'ai un nouvel élément qui arrive, et je vais faire évoluer mon résultat final. Ce qui permet donc pas mal de performance. C'est Google qui a lancé un petit peu ce mouvement de manière publique avec Bigtable, et surtout sur les column store, qui est une autre approche que... J'avais pas d'exemple pour le serveur-side JavaScript pour ça. Donc les key-value, donc là on fait encore plus simple. Tu donnes un nom de variable et tu lui donnes une valeur, et puis voilà. Tu veux retrouver ton information, mais c'était quoi ta variable? Alors après, au final, on peut faire un petit peu comme du document store, dans le sens que, si on veut, on peut mettre du JSON hein, dans ma variable. Maintenant, ça ne va pas forcément être indexé de la même manière. Souvent, les key-value store, on va les retrouver pas mal en mémoire. Donc on reste dans un environnement mémoire, c'est facile,
c'est des moteurs qui sont très rapides. Voilà, c'est vraiment pour aller dans les performances. Après, c'est pas forcément que la mémoire, hein. On va avoir des systèmes de snapshot, on va faire des empreintes, on prend l'état de la base de données à un instant T, on en fait une copie, on essaye de faire de l'incrémental quand on peut. Donc je crois que c'est Redis qui fait ça comme ça, React je connais moins pour l'instant. Donc Wakanda, c'est une autre approche, c'est une approche objet. L'idée c'est, vous faites une application métier, donc on parle beaucoup de model driven, domain driven, on dit, pardon. Se dire, voilà mon client m'a demandé ça, comment tu le représentes de manière informatique? Ok, alors on a inventé le langage objet pour ça, pour essayer de se représenter à peu près quelque chose qui existe dans la vie réelle. Et le problème, c'est que quand on veut le stocker, il va falloir mapper ça sur du relationnel. Voilà. Donc les document store aident un petit peu, puisque ça devient une structure JSON qui ressemble à de l'objet. Ça reste juste un document. Donc il y a des notions qu'on n'a pas forcément toujours, comme les notions de méthode, des éléments qui peuvent être calculés, des choses comme ça. Donc dans Wakanda, on essaie d'apporter toute cette logique-là. Vous avez des classes, vous définissez des classes d'objets JavaScript, et en fait, tous les objets qui sont créés à partir de ces classes-là ont une méthode save. Et si, par exemple, un employé a une compagnie, ben, ces deux classes que vous avez définies, ben, on peut sauver, la relation va être sauvée aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure, ça apporte beaucoup d'opportunités et d'aide au développement. Ape Project, vous savez. Donc c'est une approche un petit peu différente, c'est de dire, bon, HTML5 nous propose de nouvelles API, comme les serveurs sent event, les WebSockets. Ouais, attention à la caméra. Et même avant, en réalité, on faisait déjà de la synchronisation avec le serveur autant que faire se peut, que ce soit avec du long pooling, avec des set timeout, pour savoir si quelque chose avait changé. Donc l'idée de Ape, c'est de se dire, moi j'ai besoin d'avoir du real-time, j'ai plusieurs utilisateurs qui sont connectés en même temps, si quelqu'un change quelque chose, il faut que les autres le voient tout de suite. Le but de Ape, c'est vraiment ça. Il regarde quelles sont les technologies qui sont disponibles sur le browser, et il fait avec. Donc vous dites, voilà quelles sont les données que je veux synchroniser, et c'est du server-side JavaScript qui peut faire un traitement derrière, et éventuellement le sauver sur une base MySQL. Donc c'était parmi les nouveaux entrants dans le server-side JavaScript, lui proposait dès le départ du MySQL pour stocker les informations, parce que Node.js est venu un peu plus tard. Nous aussi, parce qu'on a notre propre base du coup. Donc on va passer un petit peu sur ces notions d'API et de package. Donc on disait que c'est vraiment important quand on est côté serveur de pouvoir gérer ses librairies et ses frameworks de la manière la plus facile possible. Donc CommonJS a travaillé beaucoup sur cette notion de module, puis de package. Donc module, on explique comment on va créer un module et comment on va pouvoir le récupérer et éventuellement pouvoir gérer ça de manière récursive. C'est-à-dire qu'un module peut dépendre d'un module qui dépend de l'autre. Bon, ça marche. À partir du moment où on respecte certaines règles que Node parfois propose de surpasser. Ça a été proposé, hein, la manière de surpasser la règle a été proposée à CommonJS aussi, c'est juste qu'ils ne sont pas forcément très chauds. Et il y a cette notion de promise en fait qui a été reprise aussi par Microsoft pour Windows 8 Metro, cette notion de déclaration de promise. Donc les packages indispensables pour NPM, comme on a vu tout à l'heure. Après, le travail était aussi sur les API. Comme on disait, on voulait faire en sorte que tous les serveurs-side JavaScript puissent partager du code, donc pour ça, il faut partager aussi les API. Donc il y a ces API-là qui ont été proposés. Il y a un tableau qui liste quel serveur-side JavaScript supporte quelles API. Malheureusement, tout le monde ne joue pas forcément de jeu. Et c'est vrai que Node.js a un petit peu imposé ces API du fait que tout le monde a choisi de faire des packages pour Node. Donc du coup, supporter ces API-là qui étaient censés dire bon ben ça va permettre de partager du code, oui mais le code maintenant il est avec les API de Node. Alors, ça devient un peu gênant. Alors il faut savoir qu'il y a Oleg Podsekin qui a fait un projet qui s'appelle Common Node, qui permet de faire tourner des modules CommonJS
sur Node. L'idée étant d'inciter la grosse communauté de développeurs de modules de Node.js de faire des modules qui soient aussi compatibles CommonJS et du coup avec les autres plateformes. Donc ce fameux Node. Pourquoi est-ce qu'il a fait un petit peu bande à part, hein? Le gros problème de CommonJS, c'est qu'ils n'ont pas pris l'initiative qui avait été faite côté client, qui était de dire je fais des API qui sont à la fois synchrones et asynchrones. CommonJS, à la base, c'est des environnements qui ont été faits par des développeurs server-side. Donc le côté asynchrone, event loop, tout ça, ils n'avaient pas ces contraintes-là. Et côté en mode synchrone, c'est quand même une aisance. Ils ne voyaient pas l'intérêt de se compliquer la tête à coder en asynchrone. Un reproche qui pourrait être fait un petit peu au projet Node, c'est de ne pas avoir poussé pour dire bon ben voilà, on a besoin d'API asynchrone, sinon ça ne marche pas. La justification, elle est simple, hein, c'est que c'est des projets qui se sont développés un petit peu en parallèle. Du coup, la priorité n'était pas la même, le temps de faire accepter, tout ça, bon. Ça se justifie, on ne va pas tirer sur qui que ce soit. C'est un petit peu la fatalité. Ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, hein, c'est d'essayer de rectifier la donne, comme on dit. Donc on parlait tout à l'heure de working group qui ont une certaine influence, hein. Il y a quand même un certain nombre d'API, voilà, qui sont côté client, qui ont du sens côté serveur, et plus on sera nombreux à pousser pour que ça tourne aussi côté serveur, et plus on aura de facilité pour avoir des librairies qui auront encore plus de contributeurs en plus, et de gens pour soulever s'il y a un problème, pour améliorer ces librairies, et donc simplifier le code. Donc c'est des exemples, hein. Côté serveur, on va manipuler des sockets. L'API WebSocket est très simpliste. Maintenant, si cette API simpliste pouvait être utilisée aussi, c'est toujours ça de gagner. Après, forcément, côté serveur, on va vouloir ajouter des méthodes supplémentaires, des options et des configs supplémentaires. C'est pas un problème. Mais au moins que l'API de base, quand quelqu'un arrive pour apprendre le langage JavaScript côté serveur, qu'il n'ait pas à tout réapprendre. Donc, pour les modules et les packages, au départ, au niveau de CommonJS, on allait chercher les modules un petit peu dans les dépôts GitHub, les différents projets. Faut savoir que donc, notre package manager, c'est pas le nom original à NPM, c'est pas ce que ça veut dire à l'origine, c'est un petit peu le surnom qu'on lui a donné. C'est plus facile d'expliquer de quoi on parle quand on dit notre package manager que NPM. Et là, au moins, tout le monde comprend. C'était un projet externe, hein. C'est pas l'équipe de Node.js qui a fait ça, c'est des gens qui étaient intéressés par Node, et ça a été intégré dans Node.js, dans les dernières versions. Donc, des milliers de modules, hein. Ça laisse le choix. Du coup, forcément, ça fait réagir encore certaines personnes. Donc c'est Chrysi, encore lui, hein, qui s'est dit, quand même, c'est dommage, hein. On a des modules CommonJS, il y a des gens qui ont travaillé pour partager des modules, et il n'y a rien pour gérer ça. Le projet NPM est super, il nous faut la même chose. Donc il a lancé CommonJS Package Manager. Le dépôt par défaut est sur le site de Dojo Toolkit. Après, en fait, quand on regarde dans le source, on peut définir le dépôt qu'on veut. Bref, c'est quand même mieux s'il y a un dépôt central. Que ce soit celui de Dojo. Dojo, c'est quand même aussi on appelle ça un groupe, il y a une association indépendante. Une fondation, voilà. Il y a une fondation qui est vraiment pour la communauté open source et pas uniquement pour promouvoir le Dojo Framework. Donc PIMF, c'est un peu particulier. C'est Universal Module Loader, mais quel que soit le standard que tu as voulu suivre. Donc on retrouve un petit peu l'idée de Require.js côté client et ces choses-là. C'est, tu as fait une librairie quelque part, c'est quoi l'URL? Vas-y, je le charge. Si tu as... Oula. Ah oui, il faut que je branche le secteur peut-être. Est-ce qu'on va voir la valeur? Ouais, ça va aller. J'ai un adaptateur, hein, si tu veux. Donc l'idée c'est ça, si cette librairie-là en plus elle a suivi un standard de module, à ce moment-là je vais pouvoir avoir une notion de dépendance et dire ok cette librairie je vais la charger avant celle-là et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un projet un petit peu ambitieux,
Mais bon, ça vaut le coup de suivre.